Entre 4 et 9 millions de morts depuis 1993. Certains vont même bien au-delà de ces chiffres, jusqu'à parler de 12 millions de morts. Un génocide incontestable selon l'ONU, et pourtant un génocide dont certains n'ont probablement jamais entendu parler. C'est le conflit le plus meurtrier après la Seconde Guerre mondiale. Et ça, ce sont les Nations Unies qui le disent. Alors pourquoi on n'en parle pas? Simplement parce qu'il y a beaucoup trop d'intérêts en jeu. Le conflit du Congo est un conflit africain sur fond de velléité occidentale, notamment anglo-saxonne, des anglo-saxons qui voulaient faire main basse sur les richesses du Congo. Ces journalistes congolais s'interrogent à juste titre sur le traitement médiatique et politique du chaos que subit encore aujourd'hui le peuple congolais. Comment et pourquoi des millions de morts ont ainsi pu être passés sous silence, si peu documentés, et comment se fait-il que la communauté internationale ait si peu réagi? Il ne faut pas qu'on oublie que les gros groupes médiatiques sont toujours financés. Il y a énormément de lobbying derrière les médias, et je pense que, étant donné l'implication et les profits, les gros profits que font aujourd'hui les multinationales occidentales sur le sous-sol congolais, mettre la lumière sur ce qui se passe au Congo, je pense que c'est juste pas bon pour les finances, c'est pas bon pour le profit. En gros, aujourd'hui, on peut clairement affirmer que tous les pays industrialisés et la grande majorité des multinationales ont un intérêt quant aux ressources énergétiques et aux minerais présents en RDC. Car il faut bien comprendre de ce dont on parle, la RDC, c'est le deuxième plus grand pays d'Afrique, c'est 4 fois la France ou 80 fois la Belgique, l'ancien pays colonisateur. Et c'est pour ça qu'on parle de pays-continent. Mais c'est surtout une multitude de ressources naturelles et de minerais stratégiques, dont la liste, beaucoup trop longue à développer en totalité, contient notamment du cobalt, du pétrole, des diamants, de l'uranium. Et on estime que 80% des réserves mondiales de coltan se retrouvent en RDC. Et ce minerai-là, on en profite tous, puisqu'il est présent dans tous nos objets électroniques du quotidien, nos ordinateurs, nos voitures et nos téléphones portables. Quand je dis une minute de silence, quand tu m'appelles sur mon phone en mémoire des Congolais morts pour mon iPhone, c'est que c'est vrai, même moi, j'en ai un dans ma poche, sans lequel je pourrais pas vivre. Mais par un moment, c'est important que je pense aux personnes qui ont versé leur sang pour ça. Beaucoup d'États sont impliqués et gagnent au maintien de l'instabilité au Congo. Quand on voit l'importance du coltan dans les enjeux de concurrence entre multinationales, on comprend qu'il n'y a aucun pays industrialisé qui pourrait affirmer, d'ailleurs il préfère ce terme, qui pourrait affirmer qu'aujourd'hui il n'y a pas de lien, ils n'ont pas de commerce avec le Congo. Mais alors vous me direz, ok, c'est un pays riche en ressources naturelles, comme d'autres pays en Afrique, mais quel rapport avec le génocide ou les massacres de population ? Eh bien, en réalité, la situation en RDC est extrêmement complexe et on y reviendra plus tard. Elle ne peut être expliquée sans raconter son histoire, et notamment son histoire coloniale. Mais aujourd'hui, si on devait résumer la raison de ces massacres, de ces millions de déplacés, de ces dizaines de milliers de femmes violées, c'est l'exploration de ces ressources naturelles. On présente aujourd'hui le conflit comme étant une affaire entre barbares africains, alors qu'en réalité, il s'agit d'une guerre de basse intensité, c'est-à-dire c'est une guerre de haute intensité, une guerre chaude qui est devenue une guerre avec le temps de basse intensité, avec les mêmes velléités, avec les mêmes objectifs. Terroriser la population congolaise, l'emmener à se déplacer et à céder des terres qui vont être occupées par des populations venues d'ailleurs, notamment du Rwanda, et des multinationales qui tiennent à faire main basse sur les richesses de cette partie du pays. Le chaos est quelque chose qui arrange. Le chaos est nécessaire pour que le pillage puisse perdurer. S'il y avait paix, est-ce qu'il serait possible de venir et de dire à des gens qui vivent quelque part, vos terres, là où vous cultivez, là où vous avez construit votre maison, est-ce que vous pouvez pas vous mettre juste à côté? Ben non, on peut pas. Si on trouve un endroit avec potentiellement du cobalt, de l'or, du diamant, que sais-je, de l'uranium, et qu'il y a une population qui vit sur ce territoire-là, je pense qu'il est plus intéressant de financer un groupe rebelle, de faire massacrer le village, que tout le monde s'en fout, plutôt que de leur demander gentiment de partir. En gros, il y a 80 millions d'habitants en RDC. Il y a des gens qui vivent dans ces zones riches en ressources naturelles dont le monde a besoin, et pour explorer ces ressources, il faut chasser ces populations. Comme c'est le cas par exemple à l'est du pays, dans le nord Kivu et dans le sud Kivu, des zones très riches en coltan. Ce qui se passe à l'est du pays, donc nord Kivu, sud Kivu, ce sont des massacres, ce sont des viols avec extrême violence. On viole des femmes à l'est du Congo, et après les avoir violées parfois, on va enfoncer des baïonnettes, parfois on va tirer dans l'organe génital de ces femmes-là. Il y a quelque chose qui dépasse l'entendement. C'est notamment contre ces viols-là que se bat le docteur Mukwege, prix Nobel de la paix en 2018, qui dénonce depuis des années l'usage du viol comme arme de guerre. Mais lorsque vous violez une femme avec extrême violence, vous détruisez totalement
la famille, vous détruisez la vision que le mari a sur sa femme, vous détruisez les enfants qui ont souvent assisté au viol. Pour certains, se sont aussi fait violer parce qu'on a des enfants de 6 mois qui arrivent à l'hôpital de Panzi, à l'hôpital de Clermont-Ferrand. Et en fait, on se rend compte que ce génocide qui est passé sous silence utilise le vagin de nos mamans comme un champ de bataille. C'est réel, c'est-à-dire que en faisant ça, c'est pas seulement déstructurer la société et la déstabiliser pendant 3 mois ou pendant 1 an. C'est toute une vie. Des atrocités qui dépassent l'entendement et qui rappellent le génocide et les violences subies par le pays voisin, le Rwanda. Et c'est là un autre point de départ du génocide congolais. En 1994, des millions de Rwandais Hutus, dont de nombreux génocidaires chassés du Rwanda, se réfugient en RDC. Des terres sont accaparées par l'armée rwandaise, des massacres sont perpétrés comme au Rwanda, et des viols sont commis avec extrême violence. Donc on a toute une série de facteurs liés à la fois à la fuite des génocidaires, mais aussi à leur instrumentalisation après, qui va expliquer l'installation de la violence. Mais en réalité, cette violence extrême que connaît le peuple congolais remonte bien plus loin dans son histoire, et notamment dans son histoire coloniale. Depuis le 19e siècle, il a été l'objet de tous les appétits. Une première phase qui était autour des richesses liées au caoutchouc et qui a donné un vrai désastre au Congo, puisque ça a été une des colonisations les plus dures, une des colonisations les plus barbares. Et là encore, des millions de morts. 5 à 8 millions, peut-être même 10. L'une des conquêtes coloniales les plus sanglantes du 19e siècle. Adam Hochschild, journaliste américain qui a publié une enquête sur la colonisation du Congo belge, parle d'Holocauste oublié. Il raconte la barbarie du roi belge Léopold II qui, pour faire prospérer le commerce d'ivoire et de caoutchouc, met en place une exploitation impitoyable. Esclavage, déportation, travail forcé, flagellation, torture et mutilation avec l'une des plus répandues, les mains coupées. Voilà plus d'un siècle que les Congolais subissent massacre sur massacre, génocide sur génocide, que le monde entier profite de leurs richesses pendant qu'eux figurent parmi les plus pauvres de la planète. Et aujourd'hui encore, la situation chaotique dans laquelle tentent de survivre certaines populations congolaises est la conséquence directe de nos modes de vie. C'est à cause de ça ce qui est en train de se passer au Congo. Les gens sont massacrés pour cette course au profit. Tant que dans ce monde, l'argent passera avant l'humain, je ne vois pas comment est-ce que les choses pourraient changer.